Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Merci d'être sur LCI ce matin. On a compris, le variant progresse très rapidement. Ça va continuer. La carte maîtresse, c'est le vaccin. C'est le message du gouvernement hier. Une question brûlante tout de suite, Gabriel Attal. 57% des soignants ne sont pas vaccinés dans les EHPAD, les maisons de retraite. Le gouvernement menace d'en passer par l'obligation en septembre. Pourquoi pas maintenant ? Le Premier ministre va engager des consultations avec les associations d'élus locaux, avec les présidents de groupes parlementaires dans les prochains jours, justement pour aborder ce sujet avec eux, y compris aborder la question du calendrier. Je pense que d'abord un message qui est important de passer, c'est que ces tout derniers jours, on a vu que les prises de rendez-vous pour les premières injections sont reparties à la hausse. Elles avaient marqué le pas depuis plusieurs semaines. C'est ce qu'on constate dans tous les pays qui vaccinent, c'est qu'à partir d'un certain moment, on voit qu'il devient plus difficile d'aller convaincre des personnes qui ne se sont pas encore faites vacciner. Je pense que ça vaut pour tout le monde, d'ailleurs, y compris pour des soignants. Là, c'est reparti à la hausse. Je pense que, comme vous le disiez, la perspective du variant Delta et le risque d'une 4e vague, je pense, permet aussi un ressaisissement de certaines personnes qui hésitaient à aller se faire vacciner. C'est vrai que quand on est soignant et quand on travaille notamment dans un EHPAD, au contact de personnes qui sont particulièrement fragiles de la maladie, je pense qu'on a une responsabilité particulière à se faire vacciner. Moi, je veux saluer le travail des personnes qui sont dans les EHPAD, qui n'ont pas compté leur dévouement, pas compté leur temps, notamment dans les vagues du virus, quand les EHPAD ont été fermés. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cela qu'on leur demande. Ne pas les stigmatiser, bien sûr, mais des grandes voix le demandent. Professeur Delfrécy, le professeur Lina, qui était hier soir sur LCI, sont tous les deux conseils scientifiques, évidemment. Puisqu'on nous dit encore une fois que la 4e vague est inéluctable, vous nous dites que le Premier ministre va discuter. Est-ce que ça pourrait, cette obligation, intervenir plus tôt ? Oui, je pense que sur le calendrier, il n'y a absolument rien de figé. Et je pense que tout est possible. Par ailleurs, vous savez que si vous donnez une date à partir de laquelle il faut avoir été complètement vacciné, vous voyez bien que ça nécessite d'anticiper, puisqu'il faut 2 doses du vaccin plus 15 jours, qu'il y a un temps entre les 2 doses. Donc de toute façon, vous devez donner un peu de visibilité pour que les personnes puissent se faire vacciner dès lors que vous annoncez une obligation. Donc il n'est pas exclu que ça intervienne avant septembre, parce que la course contre la montre est engagée. Absolument. C'est possible. Vous vous interrogez sur la vaccination obligatoire des Français ? Mais, enfin, vous savez que depuis le début de la campagne de vaccination, on a fait le choix de la confiance plutôt que de la coercition. Et ça a plutôt très bien marché depuis le début de la campagne. Souvenez-vous de ce qu'on nous disait à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier. Il y avait une intention vaccinale, comme on dit, testée dans les sondages, qui était assez faible. Aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi élevée. Il y a un engouement autour de la vaccination qu'on constate depuis plusieurs mois. Il y a près de 34 millions de personnes qui ont reçu une première dose. Encore une fois, les rendez-vous sont encore remontés ces derniers jours, ce qui montre que ça repart bien sur la vaccination, de 10 à 20%, oui. Alors que ça avait vraiment, ça s'était stabilisé, voire ça avait diminué. Donc, voilà. Mais le plafond de verre, il existe en France, on l'a atteint manifestement. En tout cas, on est passé de 400 000 vaccinations première dose à 170 000. Donc c'est un effondrement. On le voit dans les autres pays. Les certitudes d'hier, Gabriel Attal, ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est comme ça depuis le début de l'épidémie. Est-ce que le gouvernement pourrait changer d'avis sur la vaccination obligatoire des Français ? Je vais vous dire 2 choses. D'abord, la première chose, c'est qu'on peut continuer à déployer des efforts pour aller convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est ce qu'on fait notamment avec l'assurance maladie pour les personnes les plus éloignées, les plus précaires. Il y a des initiatives en direction des jeunes, etc. C'est-à-dire des coups de fil personnels, il y a eu l'assurance maladie, a passé plusieurs centaines... chercher les gens avec les dents, comme on disait. Plusieurs centaines de milliers de coups de fil qui ont été passés, des courriers qui ont été envoyés pour des personnes ciblées via des fichiers. Ça, c'est la première chose. On réfléchit aussi à la manière dont on peut mobiliser les médecins traitants en leur communiquant la liste de leurs patients qui ont été vaccinés pour qu'ils puissent appeler les autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut travailler sur des incitations supplémentaires. Alors lesquelles ? Vous en parlez ce matin. Quelles incitations ? D'abord, à partir d'un certain moment, la question de la gratuité du test pourra se poser. On a eu l'occasion de le dire avec Olivier Véran. Aujourd'hui, pour faire un certain nombre d'activités, on vous demande un pass sanitaire. Dans ce pass sanitaire, il faut attester soit d'un test récent négatif, soit d'une vaccination. Donc pour une personne aujourd'hui qui ne veut pas se faire vacciner, elle peut procéder à un certain nombre de tests qui sont par ailleurs pris en charge par la sécurité sociale. On peut imaginer qu'à partir d'un moment, cette prise en charge par la sécurité sociale cesse, ce qui serait assez incitatif pour se faire vacciner, pour le coup, gratuitement. D'incitation par la dissuasion, quoi. Vous nous faites payer. C'est une incitation. Et puis ensuite, le Premier ministre l'a dit hier. Donc ça pourrait bientôt terminer la gratuité. Là, c'est pareil. On a, avec Olivier Véran, donné un calendrier autour de la rentrée, parce que vous avez aujourd'hui des personnes qui ont commencé à se faire vacciner, qui ont eu la première dose, qui parfois souvent attendent la deuxième ou attendent les 15 jours après la deuxième pour avoir leur schéma vaccinal complet.
Si on disait aujourd'hui que le test était payant, ça serait les pénaliser un peu injustement parce qu'elles ont fait la démarche d'aller se faire vacciner. Et on parle là le plus souvent des jeunes qui ont attendu leur tour, donc qui se sont fait vacciner dans les derniers, qui ont déjà beaucoup payé pendant cette crise. Donc voilà, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut prendre des décisions assez rapidement. Si on pousse cette idée jusqu'au bout, la vaccination exigée pour toute entrée dans des restaurants, des commerces, des musées, des piscines, etc., est-ce que ça aussi, ce n'est pas une forme d'incitation? Alors, vous savez qu'il y avait eu un débat sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de sortie d'état d'urgence sanitaire et que le Parlement avait décidé de limiter l'utilisation du pass sanitaire à un certain nombre de situations, les grands rassemblements, les festivals, et les voyages, et j'ajoute les discothèques. Il faut que, si des évolutions devaient avoir lieu, il faut que ça soit efficace et que ça soit faisable. Il faut que ça soit efficace pour convaincre à la vaccination. Il faut que ça soit faisable, c'est-à-dire que les personnes qui vous demanderont de présenter votre passe sanitaire puissent le faire de manière opérationnelle. Le Premier ministre, hier, quand il a annoncé la consultation avec les présidents de groupes parlementaires, il a précisément mentionné le périmètre du passe sanitaire comme faisant partie de cette discussion-là. Donc on va échanger avec eux sur les différentes possibilités qui existent. La petite musique qui monte, vous l'entendez sans doute, enfin on espère, est-ce qu'il est concevable d'imposer à une majorité de Français vaccinés des nouvelles contraintes si on se prend la 4e vague? Est-ce qu'on ne va pas monter les Français les uns contre les autres? Et les Français, vous leur reprocherez à ce moment-là? Moi je le dis, je crains une forme de fracture entre ceux qui auront été vaccinés et ceux qui n'auront pas voulu se faire vacciner, c'est certain. Qu'est-ce qu'on constate dans les pays où il y a une reprise épidémique forte, une 4e vague liée au variant Delta, que ce soit au Royaume-Uni ou dans d'autres pays? C'est que majoritairement, les personnes qui sont contaminées sont des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et c'est vrai que si des Français qui ont fait le choix de se faire vacciner devaient avoir une perspective de nouvelles restrictions parce que l'épidémie repart, notamment chez des personnes qui, elles, n'ont pas voulu se faire vacciner, c'est vrai qu'en termes de cohésion des Français, je pense que ça peut créer des difficultés. Il faut mesurer les différents risques des prochaines mesures. D'ailleurs, par parenthèse, 4e vague, reconfinée. Les personnes vaccinées, elles ne seraient jamais reconfinées, par principe. J'ai appris, depuis que je suis porte-parole du gouvernement dans cette épidémie depuis 1 an, à ne jamais dire jamais et à considérer qu'il y a une part d'inconnu dans cette épidémie qui fait qu'il ne faut jamais rien exclure par principe. Maintenant, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que le vaccin protège. Le vaccin, c'est la liberté. Le vaccin protège contre toutes les formes du virus connues aujourd'hui, y compris le variant Delta, selon les dernières études scientifiques, à 90% pour les formes graves. Et donc, le vaccin, c'est notre ticket vers une vie la plus normale possible, le plus longtemps possible. On voit au Royaume-Uni qu'il y a une reprise de l'épidémie très forte avec le nombre de contaminations qui augmente beaucoup lié au variant Delta. Pour autant, à ce stade, on ne voit pas d'impact net sur l'hôpital. On ne voit pas un impact de forme grave très net au Royaume-Uni. Donc c'est aussi un signe, peut-être, on espère, que grâce à la vaccination, on peut avoir des contaminations sans qu'il y ait le même impact sur l'hôpital qu'on a connu dans les précédentes vagues. Vous dites ça, mais il y a toujours des discours anti-vax. Hier, Nicolas Dupont-Aignan... sur Sud Radio, je crois, a affirmé, c'est une réalité, il faut l'expliquer, que 50 personnes en Grande-Bretagne étaient mortes, bien que vaccinées. Et il en déduit que la vaccination, ce n'est pas une protection. D'abord, il faut rappeler que tous les vaccins qui ont été autorisés par l'Agence européenne du médicament et par l'Agence française l'ont été par des scientifiques indépendants, qui a eu des études cliniques de plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui a aujourd'hui dans le monde 3 milliards de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Donc si ces affirmations étaient vraies, s'il y avait un risque pour les personnes vaccinées, ça se saurait, franchement. Et donc, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration ? Je pense qu'il y a des déclarations qui sont totalement irresponsables, qui ne servent qu'à une chose, c'est à faire parler de soi. En l'occurrence, c'est le cas pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est le cas pour d'autres que je ne citerai même pas, parce que je ne pense pas qu'ils méritent une telle audience. Moi, ce que je préfère regarder, encore une fois, c'est l'intention vaccinale très forte chez les Français, la confiance très importante chez les Français dans le vaccin, qu'on a gagné progressivement ces derniers mois. On le doit notamment aux professionnels de santé qui sont au contact de leurs patients, qui peuvent les informer, communiquer auprès d'eux. Et moi, c'est ça que je préfère regarder. Dernière question très rapide. Le retour à la vie d'avant, est-ce qu'elle n'a pas été justement très rapide ? Trop rapide ? Vous savez, quand j'étais il y a quelques semaines sur des plateaux, on me disait d'abord que c'était trop rapide quand le président a annoncé le calendrier, ensuite que c'était trop lent. C'est normal d'interroger les décisions. Oui, mais c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite que c'était trop lent. Oui. On a toujours pris les décisions en fonction
de ce qu'on savait de l'épidémie, de ce qu'on pouvait prévoir, et pour être les plus sécurisants possibles vis-à-vis de la sécurité sanitaire des Français. On a un niveau aujourd'hui, un taux d'incidence qui est en dessous de 20. Ça n'a jamais été aussi bas, y compris pour le taux de positivité des tests, depuis 1 an. C'est un plus bas historique. Ça baisse énormément encore à l'hôpital. Et donc, si on maintenait aujourd'hui des restrictions très importantes dans la vie des Français, je pense qu'ils auraient du mal à le comprendre. Maintenant, il faut rester extrêmement vigilant, chacun dans notre vie quotidienne. Et nous, gouvernement, notre responsabilité, c'est d'être vigilant sur le variant Delta. 40 millions de vaccinés fin août, c'est toujours notre objectif. Bien sûr, il est atteignable. C'est toujours notre objectif. Et d'ici à la fin de l'été, que tous les Français qui l'ont souhaité aient pu être vaccinés. Emmanuel Macron, il en parlera sans doute. Il va prendre la parole avant le 14 juillet. Ça, c'est une chose acquise. Le président s'exprimera dans le courant du mois de juillet. Moi, je préfère. Avant le 14 juillet ? J'annonce pas de date. Non, mais vous pouvez dire que c'est avant le 14 juillet. J'annonce pas de date, mais il s'exprimera parce que on voit bien que notre pays est dans une forme de tournant. On est sorti de la 3e vague de l'épidémie. On espère que grâce au vaccin, on en sort durablement. Il reste des difficultés économiques importantes. L'économie repart, le plan de relance se déploie. Il reste 10 mois pour agir d'ici à la fin du quinquennat, ce qui nécessite de faire un certain nombre de choix politiques. Et pour ces raisons, le président de la République s'exprimera effectivement. Est-ce qu'il va recevoir les partenaires sociaux avant ? Il s'était engagé juste avant le sommet de Porto, il y a quelques semaines, à les revoir à nouveau au mois de juillet. Et donc, il les reverra au mois de juillet pour échanger avec eux sur l'ensemble des sujets. Alors, il y a une coïncidence. Le 6 juillet, il devait y avoir une réunion justement des syndicats et du MEDEF. Ça peut être à cette date, par exemple. À ma connaissance, la date n'a pas encore été fixée et annoncée, mais ça peut par principe être à cette date. Je n'ai pas d'informations sur le sujet. Mais ça peut par principe être à cette date. La réforme des retraites, elle aura lieu, dites-vous. Est-ce que vous la ferez avant la présidentielle ? Ce que je dis justement, c'est qu'elle aura lieu et que la question c'est quand et qu'il y a une décision à prendre. Pourquoi elle aura lieu ? Parce qu'il y a un constat qui est assez largement partagé, qui est que notre système de retraite par répartition n'est pas financé sur le moyen et sur le long terme. Moi, je fais partie d'une génération qui entend tous les 4 ou 5 ans qu'elle n'aura pas de retraite parce que le système est en train de s'effondrer. Voilà, et donc il y a une perte de confiance aussi dans ce système. Et donc il y a la nécessité de prendre des mesures et de transformer ce système et de faire en sorte qu'il soit financé à long terme pour que toutes les générations puissent en bénéficier, puisque c'est un trésor pour notre pays. On ne peut pas dire que la crise économique et que la crise sanitaire ait particulièrement renforcé notre système. Le corps, le Conseil d'orientation des retraites, a remis un rapport il y a quelques semaines qui montre un déficit très important. Donc il faut prendre des décisions. Mais après, c'est les solutions, parce que le devoir travailler plus longtemps, il est, dites-vous, partagé, pas par tout le monde. Et le camp, il y a des désaccords. Oui. Les pro-réformes, Bruno Le Maire, par exemple, qui est un inlassable avocat de mesures avant la présidentielle, dit ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est une question de responsabilité. Vous êtes pour, vous ? D'abord, vous disiez pro-réforme, on est tous pro-réforme dans ce gouvernement. Pro-réforme rapide. Et s'il y a un point qui est certain, c'est que les réformes, elles ont continué pendant la crise sanitaire, sur le climat, sur la haute fonction publique, sur la lutte contre le séparatisme. Les réformes, elles vont se poursuivre et s'amplifier d'ici à la fin du quinquennat. Évidemment, il n'est pas question... Non, mais c'est important de le dire. Il n'est pas question de lever le crayon parce que tous les pays dans le monde sont en train de se lancer dans une bataille de la modernisation, de la relance, pour être là où on capte le plus de nouveaux talents, de nouveaux investissements, là où ça rebondit le plus fort. Et si la France lève le crayon et se met sur pause pendant 10 mois parce qu'il y a une élection présidentielle, on va perdre cette bataille. On a bien compris le message politique. La question, c'est cette réforme qui a crispé, qui a arrêté la France pendant... des semaines, elle ne reviendra pas telle qu'elle, évidemment. La question du report de l'âge légal de la retraite, c'est une question très conflictuelle. Donc, est-ce que dans un moment où les Français veulent souffler, trapézer, est-ce que c'est le bon moment ? Quel est votre avis ? Moi, ce que je dis, c'est que si on constate qu'il y a une reprise de l'économie qui est réelle, qui permet de donner des perspectives en matière d'emploi, notamment en matière d'emploi pour les seniors. On sait que le taux d'emploi des seniors est un enjeu réel dans notre pays, en Europe, mais dans notre pays singulièrement. Si la situation épidémique permet de reprendre, encore une fois, un certain nombre de réformes, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse la lancer dès lors que ce sera possible. Voilà. Mais l'annoncer ou la faire ? L'annoncer ou la soumettre au Parlement ? Lancer, j'ai dit. La lancer, dès lors que ce sera... la lancer, donc la soumettre au Parlement. Dès lors que ça sera possible. Oui, mais encore une fois, je veux dire, il y a une multitude de facteurs qui rentrent en compte, et puis il faudra prendre une décision politique. Donc en ce moment, le président hésite ? Il y a un travail qui est fait avec les membres du gouvernement, et fait qu'il y a des réunions de réflexion et de travail sur ce sujet-là. Ne pas dire que le président hésite, mon Dieu. Mais c'est la réalité. Il va arbitrer, mais il pèse le pour et le contre. En tout cas, il y a une décision qui sera prise. Et on prête Coriche, vous êtes plutôt salué dans votre travail de porte-parole du gouvernement. Vous êtes candidat à reprendre le parti ?
L'AREM. Moi, je suis candidat à continuer mon travail de porte-parole du gouvernement. Allons au-delà de la langue de bois. Non, c'est pas la langue de bois, c'est la réalité. Je ferai ce qu'on me demandera de toute façon. C'est la réalité, Elisabeth Martichoux. En plus, on a un délégué général de La République En Marche, dont le mandat court jusqu'au mois de décembre. Donc, à ma connaissance, la question ne se pose pas. Mais vous n'en avez pas envie? Aujourd'hui, moi, je me sens utile dans mes fonctions de porte-parole. Ce pas les fonctions les plus faciles, notamment dans le contexte qu'on vit. Je me sens utile. Le président a besoin d'un parti, ou d'un mouvement d'ailleurs, pour être candidat. Vous savez, Emmanuel Macron, en 2017, n'était pas le candidat d'un parti politique. Il était porté par un mouvement, mais il était le candidat d'un dépassement politique très fort. Et je pense que s'il est candidat comme je le souhaite, ce sera encore le cas. Il ne sera pas tout seul. Yannick Jadot, hier soir sur TF1, a confirmé sa candidature. Je suis candidat parce que j'aime la France et je veux la servir. Éric Piolle, ça c'est dans le camp des écologistes. On voit bien qu'Anne Hidalgo se prépare. Et puis Xavier Bertrand. Vous multipliez les punchlines dans une interview des Échos ce matin sur Xavier Bertrand. Pourquoi il vous inquiète? Moi, je réponds aux questions qui me sont posées. En l'occurrence, on me demande précisément dans l'interview si Xavier Bertrand m'inquiète. Et ce que je réponds, c'est que je pense que c'est plutôt les Français, et notamment les milieux économiques, les entreprises, qui doivent être inquiètes quand on regarde ces déclarations. Parce qu'on voit que tout est malléable, tout est à géométrie variable. Il dit qu'il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre pour nos entreprises. On fait une réforme qui est la réforme de l'assurance chômage, précisément pour répondre à ce problème. Il dit qu'il faut reporter la réforme de l'assurance chômage. Il dit en permanence qu'on a un État qui est omnipotent, qui est trop puissant, qui est déraciné des territoires. On fait une réforme de la haute fonction publique, précisément pour mieux connecter l'État avec nos territoires. Il peut faire des constats et pas avoir les mêmes solutions. Il est contre. Il peut faire les mêmes constats que vous. Je veux dire, on peut faire des constats, c'est bien de faire des propositions et pas uniquement de rejeter les propositions qui sont faites et qui visent à répondre à ces constats-là. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit dans mon interview. Je trouve qu'il y a, encore une fois, une logique à géométrie variable et des convictions qui me semblent très malléables et très plastiques, à un moment où on a, au contraire, besoin d'un cap clair et d'actions fermes pour reconstruire et relancer notre pays. Il n'est pas l'homme de la situation. L'homme de la situation, c'est Emmanuel Macron. Ah, ça rime. Vous l'appelez même Plastique Bertrand. Oui, vous allez loin dans... Oui, parce que ça... La punchline, je disais. Il a des convictions très malléables. Il a des positions qui sont tout à fait plastiques. Donc oui, j'ai dit, c'est pas Xavier le réformateur, c'est Plastique Bertrand. Voilà. Ça, c'est fait. Encore 3 questions, je voudrais des réponses rapides. Yannick Jadot, une réaction? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur les candidatures à la présidentielle. Heureusement qu'on est en démocratie et que des personnalités peuvent se déclarer candidates sans que le porte-parole du gouvernement émette un avis sur le sujet. Anne Hidalgo, elle fait publier ce matin un appel d'élus. Elle a aussi fait évacuer, au titre de maire de Paris, le jardin Éole, dans le nord de la capitale, où se réunissaient des centaines de fumeurs de crack. Elle a rendu le jardin aux promeneurs, sauf que les fumeurs sont juste à l'entrée maintenant, sont regroupés, ils errent dans les rues. Elle dit maintenant c'est l'État qui doit agir. Elle vous renvoie à vos responsabilités. Mais l'État, il agit depuis le début et on aimerait qu'elle puisse agir davantage avec nous. Pourquoi ils étaient dans ce jardin, les toxicomanes? Parce que c'est elle qui a proposé qu'ils aillent dans ce jardin, parce qu'on a voulu évacuer la place Stalingrad. Donc elle a proposé ce jardin. Je veux rappeler qu'on a quadruplé les opérations de police et les forces de police dans le quartier. Il y a 60 CRS qui ont été déployés. Donc l'État, il met les moyens, il est au rendez-vous. On a aussi besoin que la mairie de Paris nous aide à trouver des solutions opérationnelles où pourront se rendre ces toxicomanes. Et on va travailler avec la mairie de Paris, comme on a le souhait de le faire, sur tous les sujets. C'est une opération où elle vous oblige en fait à prendre vos responsabilités. Encore une fois, regardez, moi je peux les évacuer, mais... On les prend depuis le début, en renforçant les forces de police. Chacun se renvoie dos à dos et la question n'est pas réglée. Il y a en moyenne 5 opérations. Il y a en moyenne 5 opérations de police par jour dans ce quartier. 60 CRS qui ont été déployés, on a quadruplé les moyens. On est à disposition des collectivités locales pour trouver des solutions. Elle dit que du jour au lendemain, elle peut trouver une solution, qu'elle a fait des propositions. On attend de voir ces propositions et on sera toujours très ouvert à travailler, évidemment, sur ce sujet qui est un sujet grave pour les riverains. Je le rappelle, vous avez des gens qui sont en permanence face à des violences et à des personnes qui troublent leur tranquillité publique. Ultime question, Gabriel Attal. Dans Elle, ce matin, Emmanuel Macron s'alarme. Je vois la société se racialiser progressivement. La logique intersectionnelle fracture tout. Je suis du côté universaliste. Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité et son particularisme. Il dénonce le combat de qui? Vous voyez bien cette idéologie qu'on appelle le wokisme, notamment, qui revient à renvoyer chacun à une identité et finalement au plus petit dénominateur commun entre chacun d'entre nous. Et ça, c'est à l'inverse de ce pourquoi moi je me suis engagé en politique, de ce à quoi je crois pour la société et pour la République. Et donc je rejoins totalement les propos du président de la République. Il est porté par qui, précisément?
vous avez un certain nombre de personnalités qui portent ça. Je n'ai pas là à les stigmatiser, mais vous en avez régulièrement ici d'ailleurs sur les plateaux de télévision, ce qui est normal, chacun doit pouvoir exprimer une opinion, c'est le débat. Mais en tout cas, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il avait aussi reconnu dans l'Express le privilège blanc. Il avait emprunté la formule précisément par ceux-là qu'il dénonce dans Elle. C'est une nouvelle fois ce « en même temps » qui déstabilise beaucoup. Non, alors si vous me permettez, je pense que il faut la lire, l'interview dans l'Express. Elle est un peu plus complexe que cette phrase sortie de son contexte. Je pense qu'à un moment, il faut parler d'un certain nombre de phénomènes, y compris pour y répondre. Mais évidemment, le président de la République, et vous avez cité son interview de ce matin, est très clair dans son combat universaliste. Et tout le gouvernement et la majorité sont derrière lui. Chacun jugera. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir été ce matin sur LCI.